pour faire synthèse, on a reçu pas mal de questions et elles tournent globalement toutes autour d'une qui est essentielle, qui est si la baisse du taux de profit engendre la crise, est-ce que la crise est suffisante pour faire la révolution? Alors, on a commencé à y répondre et on va pouvoir conclure là-dessus. Est-ce que la crise du taux de profit est nécessaire pour qu'il y ait la révolution? Alors déjà, crise du taux de profit, il y a une seule crise du taux de profit qui rendra possible la révolution, puisque le capital a rencontré dans son histoire, quand Marx et Engels sont en correspondance et qu'ils parlent de la crise de 1857, puis de la crise de 1864, etc., c'est bien la crise du taux de profit. Pourtant, il n'y a pas eu la révolution. Donc, qu'est-ce qui fait la révolution? C'est la crise du taux de profit dans la phase supérieure terminale de la domination réelle. La crise du taux de profit ne peut pas faire la révolution en domination formelle. Et la crise du taux de profit ne peut pas produire la révolution en domination réelle tant que le parcours de la composition organique n'a pas atteint son point ultime au moment où va s'achever la domination réelle. La crise du taux de profit en domination formelle est un moteur essentiel de la modernisation du capital. Elle est aussi un moteur essentiel de la modernisation du capital en domination réelle jusqu'à ce point ultime où toutes les modernisations possibles ayant eu lieu, il ne peut plus y avoir que le procès de caducité. Et alors, la question qui se pose et qui s'est posée dans des tas de groupes dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, c'était une question qui est non dialectique, mais qui résume justement la position non dialectique de ceux qui la posent. La fameuse question qui découlait du « la crise est nécessaire, mais pas suffisante ». Même les groupes qui étaient entre guillemets les plus obtus avaient compris que la crise met en branle les populations ouvrières. Donc, la crise est nécessaire parce que c'est en période de crise que les surgissements ouvriers se mettent en mouvement. Mais comme tous les surgissements ouvriers de l'histoire ont échoué et qu'il n'y avait pas une analyse radicale et déterministe de la crise, les gens disaient, vous voyez bien, il y a eu plein de surgissements qui ont échoué. Donc, il y a eu plein de surgissements qui ont échoué. Ça produisait le volontarisme empirique parce que le parti n'était pas là, ou parce qu'il n'était pas suffisamment organisé, ou parce qu'il était insuffisamment puissant. Ou alors on avait les oniris subjectivistes, vous voyez bien, il y a eu plein de crises, mais le capital aura toujours le dernier mot. Donc, que je sois pour la révolution en disant la crise est nécessaire mais pas suffisante, ou que je dise il y a eu plein de crises, mais le capital a eu le dernier mot, c'est un même fatras subjectif et empiriste qui ne comprend pas ce qu'est justement la dialectique d'une totalité. On a vu tout à l'heure, et ce n'est pas par hasard, que la postface de la seconde édition allemande fait référence à Hegel. On se rappelle que Marx, au terme de son œuvre de groupe, son œuvre de classe, n'a pas eu le temps d'écrire le marché mondial et la dialectique. Or, le marché mondial qui pose la cohérence dialectique la plus accomplie, c'est en même temps la dialectique qui permet de comprendre la fin la plus crisique du marché mondial. Donc il nous manque la dialectique et il nous manque le marché mondial, mais à travers l'œuvre que l'on a, on voit très bien comment se serait dessiné et la dialectique et le marché mondial. Et là, on reprend les totalités dialectiques telles que Hegel les positionne. À un moment donné, surgit, Hegel nous dit, surgit le possible de l'événement, parce que cet événement devient nécessité. Toutes les constructions analytiques empiriques font dichotomie entre le nécessaire et le suffisant. On vous dit, ah ben oui, ça c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut autre chose. Et le problème du partitisme, de ceux qui veulent organiser la classe, c'est qu'ils s'estiment être ce suffisant supplémentaire
qui va donner à la nécessité qui ne suffit pas sa norme de suffisance supérieure. Or c'est une pensée statique, c'est une pensée quelque part néo-kantienne. La dialectique, la compréhension que Hegel transmet à Marx dans un renversement révolutionnaire du point de vue de la lutte de classe, c'est que l'histoire est un automouvement, et c'est l'automouvement d'une totalité. C'est l'immanence de l'automouvement d'une totalité qui fait que le nécessaire, c'est fondamentalement ce qui ne peut pas ne pas être et qui devient possible dans sa survenance au moment où la matérialisation concrète de tout ce qui le rend nécessaire produit la nécessité de son autodéploiement historique. La révolution de 1789, la révolution de 1648, moment où effectivement la révolution de l'appropriation bourgeoise liquide définitivement les restes de féodalisme pour faire surgir la révolution, c'est une nécessité implacable. Le capital doit prendre le pouvoir. Si vous examinez les choses sans creuser la dialectique des nécessités objectives, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « bah oui, la monarchie anglaise était condamnée, la monarchie française était condamnée, il était inévitable qu'il y ait un renversement. Mais ça aurait pu être en 1788 ou 1791. » C'est déjà une non-compréhension de la dialectique, parce que si vous creusez réellement la substance de ce qui fait la crise de l'Ancien Régime, le moment de toutes les crises autour de Necker, autour de Turgot, la guerre d'indépendance américaine, vous avez une formation sociale autour de Louis XVI qui est en totale décomposition. La révolution ne peut pas avoir lieu avant, elle ne peut pas avoir lieu après, parce que la conjugaison de toutes les dialectiques économiques, politiques et sociales du temps fait de ce moment qui est en train de surgir en juillet 1789 la synthèse cristallisée de toutes les déterminations de l'effondrement de la vieille monarchie. Donc ce n'est pas par hasard, à ce moment-là. Par contre, si vous ne maîtrisez pas l'intégralité des compréhensions à travers toutes les crises sociales, politiques, l'étude de la rente, la crise des céréales, tout ce qui se positionne, vous allez hasardiser la nécessité. Les gens vont dire, bah oui, c'était nécessaire que ça ait lieu, mais ça aurait pu être plus tôt, ça aurait pu être plus tard. On va partir dans le peut-être, je sais pas, ça aurait pu être différent. Mais quand je réponds peut-être, je sais pas, ça aurait pu être, c'est parce que justement, je ne suis pas dans la totalité de l'immanence dialectique. Cet automouvement de l'autocompréhension. Les gens ont vu survenir la crise des Gilets jaunes avec bizarrerie. Si on reprend les textes que l'on a faits dans les années 2016, 2017, 2018, nous n'avons pas cessé les uns et les autres de dire une fracture arrive. Parce que le niveau de composition organique, le niveau de crise du capital fait que le siècle qui a commencé sera un siècle de renversement historique décisif. Et quand l'année dernière, on a eu les discussions, les débats autour des taux négatifs, nous avions très très bien compris l'effondrement économique qui arrivait et donc la nécessité du spectacle fétichiste terroriste sanitaire. Alors nous ne savions pas, on en reparlera à la prochaine émission, que ça prendrait cette forme exacte dans les formes qui sont là à ce moment-là, mais nous l'avions parfaitement anticipé. Alors on ne l'a pas anticipé à l'heure quantitative, on l'a anticipé en perspective dialectique qualitative. Mais maintenant, comme dit Hegel, c'est à la tombée de la nuit que l'oiseau de Minerve prend son envol. Si on reprend toute la configuration janvier, février, mars, et qu'on l'analyse en détail du point de vue de la totalité dialectique, de l'immanence de la nécessité, on voit bien que cette crise du coronavirus, elle ne pouvait pas arriver plus tard. Parce que l'effondrement qu'on est en train de voir autour de la Banque centrale européenne, autour de la Deutsche Bank, le conflit qu'il y a autour de la zone euro, le conflit qu'il y a aux États-Unis, État profond, État visible, la baisse du taux de profit, la crise de l'automobile, toutes ces configurations-là, si je les creuse au-delà de l'économie de surface, des contingentements empiriques, je suis au cœur de la baisse du taux de profit et je suis au cœur de la hausse de la composition organique et je suis au cœur de la dématérialisation monétaire. Je suis en train d'entrer dans la crise générale de l'équivalent abstrait. Et je n'y étais pas il y a 5 ans. Et je n'y étais pas il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais dans le mouvement de formalisation de cette dialectique.
Donc, toujours en revenir à cette compréhension objective de la nécessité. Il n'y a pas de déterminisme relatif. Les gens vous disent, mais c'est du déterminisme absolu. Il n'y a pas de déterminisme relatif ou absolu, il y a le déterminisme. Il n'y a pas le déterminisme à géométrie variable. Il n'y a pas le déterminisme à 12% 60 et le déterminisme à 74% 32. Ça n'existe pas. Le déterminisme est une dialectique historique globale, c'est l'unité de la substance de l'absolue histoire en mouvement, et le déterminisme, c'est le fait que chaque structure historique, vous reprenez l'introduction de 57 et tous les textes de l'époque, sur jamais une formation sociale ne peut effectivement s'invalider tant qu'elle n'a pas contenu toutes les forces productives qu'elle est à même de contenir. C'est à partir de ça que Marx a posé la baisse du taux de profit. Il n'y a pas de rupture entre les textes de 57, les textes de 68 et les Grundrisse au milieu. La baisse du taux de profit et la compréhension que le capital n'a pas cessé de se moderniser dans la dialectique de ses contradictions, et qui a un point qui est le point du déterminisme réalisé de la baisse du taux de profit, c'est celui de l'auto-invalidation des auto-présuppositions. Le capital a pour auto-présupposition la loi de la baisse du taux de profit. C'est la loi de sa vie. Et c'est la loi de sa vie qui l'a fait grandir. Le capital est vivant parce qu'il y a la loi de la baisse du taux de profit. Mais cette loi, qui est sa biologie, permet effectivement le surgissement de sa nécrologie. Parce que c'est par ce qui fait vivre le capital qu'il se tue progressivement dans une auto-négation processuelle qui va jusqu'à son stade terminal. Donc la question qui nous est posée maintenant, c'est, une fois qu'on a compris cette loi de nécessité, Marx nous a donné le dernier mot sur la crise du capital. La question a été posée, et nous avons la réponse. Alors nous avons la réponse pour autant qu'on creuse d'un point de vue de classe et d'un point de vue historique, et non pas du point de vue d'une nonchalance mystique ou subjective. Nous avons la réponse. Maintenant, il y a une question qu'il faut poser et pour laquelle nous n'avons pas la réponse. Nous savons que nous sommes rentrés dans ce qui mène à la crise terminale, compte tenu des catégories qui structurent la baisse du taux de profit. Est-ce que nous sommes entrés dans une crise terminale qui va aller vite, qui va aller lentement, c'est-à-dire que l'effondrement est un processus. La crise terminale n'est pas un choc avec un poids qui tombe. On a bien compris que la dialectique du taux de profit, c'est un processus historique. Le capital n'est pas une horlogerie, on l'a dit, ce n'est pas une machinerie, c'est une substance vivante. Donc, le processus de mort a commencé parce qu'on a atteint un point où la domination réelle supérieure devient impossible. Combien de temps cette temporalité contradictoire va mettre au niveau mondial à produire l'invalidation? À partir du déconfinement au niveau mondial, à partir des gymnastiques monétaires qui sont en train de se refaire, on va voir si la dialectique mise en jachère, destruction du capital en suraccumulation, remise en mouvement d'une économie par le biais d'une nouvelle artificialisation des monnaies. Tout ça, est-ce que ça va produire à échéance un surgissement radical de lutte de classe? Est-ce qu'on va vers un confinement de recomposition capitaliste ou est-ce qu'on va vers un déconfinement, plus exactement, de structuration sociale incisive? Donc, on a la réponse, le capital mourra de sa crise terminale. Est-ce qu'on y est? C'est ce qu'il faut creuser. Donc, c'est parce que nous avons la première réponse que nous pouvons avec honnêteté poser la deuxième question.